Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Bélarus. Je donne la parole maintenant à son Excellence Tordis Kolbrun Rekfor Gylfadóttir, ministre des Affaires étrangères de l'Islande. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, je souhaiterais une fois encore remercier toutes celles et ceux qui au quotidien travaillent pour les Nations Unies et leurs idéaux. Toutes celles et ceux qui à travers le monde travaillent au nom des Nations Unies, qui portent les couleurs des Nations Unies, qui ne ménagent aucun effort pour bâtir un monde meilleur. Un travail qui souvent seule l'ONU est à même de faire. Et ici, au siège et dans tous les bureaux de l'ONU, des centaines de personnes se présentent tous les jours pour que le monde et ces pays puissent se reposer sur cette organisation, une organisation qui est un forum où nous pouvons débattre des défis et, nous l'espérons, relever ces défis. Je vous remercie. Monsieur le Président, l'année prochaine, nous allons célébrer le 80e anniversaire des Nations Unies. Les Nations Unies ont été construites à la suite d'une calamité pour bâtir un avenir meilleur, régler les différends de façon pacifique, préserver les droits humains universels et permettre à toutes et à tous de jouir de la paix et de la prospérité. En dépit des revers, des erreurs de parcours, de nombreuses mauvaises décisions au cours de ces 8 dernières décennies, le monde a en effet joui de la période la plus prospère et pacifique. Pour mon propre pays, 1944 a également marqué un nouveau départ, puisque l'Islande, à cette époque, est devenue une république. Nous sommes devenus un pays indépendant. Et ce statut, nous l'avons défendu non pas grâce à des armes ou à des alliances, mais grâce au système robuste du droit international, grâce à la coopération et grâce aux institutions internationales robustes et respectées à l'échelle internationale. Il est essentiel pour nous de préserver ce système multilatéral. Lorsque les Nations Unies ont été créées, cela a auguré une période de changement. Il fallait également prendre des décisions. Il fallait également de la créativité face à la destruction. Il fallait de la détermination au beau milieu du désespoir. Il fallait que l'espoir puisse prévaloir sur l'horreur. En créant les Nations Unies, les dirigeants des nations du monde ont fixé un cap, ont élaboré une vision, la vision d'un monde prospère et pacifique. Ils souhaitaient que tous les pays, indépendamment de leur taille, soient traités sur un pied d'égalité. Comme le secrétaire général l'a récemment dit lorsqu'il s'est exprimé lors du sommet de l'avenir, nous ne pouvons pas bâtir un avenir pour les générations futures avec des systèmes qui ont été construits pour nos ancêtres ou pour une personne de mon âge. Un système créé non pas pour mes grands-parents, mais pour mes arrière-grands-parents. Nous devons bâtir un avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Monsieur le Président, nous vivons également à une ère caractérisée par des changements profonds à travers le monde. La technologie est en train de révolutionner la façon dont nous faisons l'expérience de la réalité. Et comme l'a dit le secrétaire général, ces technologies sont en train d'être développées dans un vide moral et juridique, sans gouvernance, sans garde-fou. Et ce n'est pas rien. Les dirigeants, les hommes et les femmes politiques ne peuvent pas balayer cela du revers de la main. Tout cela est lié aux questions politiques. Les élus, les dirigeants débattent de la meilleure façon de relever les défis qui sont les nôtres. Nous essayons de bâtir un avenir meilleur pour nos sociétés. Et dans le même moment, d'aucuns se battent pour obtenir l'attention, pour changer les convictions des personnes. Souvent, ces personnes sont, ou plutôt ces actions sont guidées par des algorithmes qui ne reposent sur aucun principe. Et cette bataille ne sera pas nécessairement gagnée par ceux qui croient dans les droits humains et l'égalité des pays indépendamment de leur taille, par ceux qui aspirent à la paix et la prospérité. Notre monde est en pleine ébullition et le monde fait face au plus grand nombre de conflits armés depuis la Seconde Guerre mondiale. Et les institutions démocratiques souffrent d'un déficit de confiance. Tous ces événements ne se produisent pas dans un vide. Lors de son allocution, au moment de recevoir le prix Nobel de la paix à Oslo en 2021, la journaliste philippine Maria Ressa a dit que sans les faits, il ne pouvait pas y avoir de vérité, et que sans vérité, il ne pouvait pas y avoir de confiance. Elle a également dit, sans confiance, il n'y a pas de réalité partagée, pas de démocratie, et il devient donc impossible pour nous de surmonter les difficultés existentielles auxquelles le monde fait face. Hélas,
et c'est de plus en plus flagrant, ce manque de réalité partagée s'est désormais concrétisé. Des acteurs malveillants sapent l'ordre social activement à travers le monde. Ils propagent la suspicion, la peur, alimentant ainsi le désespoir et la rage. Ils utilisent la technologie, mais leur cible, eh bien, c'est toujours ce qui fait l'essence de l'être humain. Les droits individuels, qui se sont avérés vitaux pour le fonctionnement des sociétés démocratiques, sont ébranlés. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon allocution devant cette Assemblée il y a un an que les droits humains étaient pour les êtres humains et que la liberté d'expression n'était pas prévue pour les robots qui répandent la haine, les mensonges et la peur. C'est un défi que nous n'avons pas encore relevé. La liberté ne peut pas exister sans responsabilité. Et comme l'a dit l'historien des États-Unis Timothy Snyder, la liberté implique toujours un certain degré de risque. Nous savons qu'il est inacceptable de sacrifier les droits individuels en raison de ces risques. Cela reviendrait en effet à brûler une maison pour tuer une araignée. Une personne, même une personne qui a des points de vue dangereux, des points de vue que l'on peut remettre en question, toute personne a le droit de s'exprimer. Dans une véritable démocratie, nous acceptons ce risque associé à la liberté d'expression, mais nous devons être prudents. Notre liberté ne doit pas être détournée par ceux qui se dérobent à la responsabilité et ne prennent aucun risque. Le danger actuel ne découle pas des personnes libres qui plaident en faveur de leurs idées maléfiques ou farfelues. Le danger découle d'un réseau d'agents, payés ou non payés, de trolls, qui se cachent dans l'obscurité et qui ne rendent jamais de compte de leur contribution toxique au discours public. Ce type de discours n'est pas une manifestation de la liberté d'expression. Monsieur le Président, voilà quelques questions en raison desquelles nous devons urgemment renforcer le système multilatéral. Mais ce système ne peut pas seul se réformer. Ce sont les autorités nationales et les dirigeants du monde entier qui détiennent le pouvoir de le faire. Nous occupons des postes de responsabilité et nous devons donc assumer nos responsabilités pour maintenir et renforcer le système multilatéral et ce sur la base de la charte de l'ONU. Pour cela, nous avons besoin de plus d'interaction, de plus d'humanité, plus d'interaction impromptue et ce au plus haut niveau. Monsieur le Président, l'agression à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, la guerre civile au Soudan et les conflits dévastateurs au Moyen-Orient continuent de faire rage, tandis qu'il y a d'autres conflits de longue date qui gagnent du terrain. Et ce que tous ces conflits ont en commun, c'est que ce sont les civils innocents qui paient le prix le plus lourd. En envahissant l'Ukraine, en capturant son territoire de façon violente, la Fédération de Russie a foulé aux pieds la charte de l'ONU et a violé l'une de ses, ou plutôt n'a pas respecté l'une de ses principales obligations en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La Fédération de Russie a, à plusieurs reprises, menacé d'utiliser les armes nucléaires. Ce sont des menaces irresponsables et dangereuses. Concernant les actions de la Fédération de Russie, nous ne devrions avoir aucun doute sur qui a tort et qui a raison. C'est M. Poutine qui a essayé de présenter un récit erroné de son invasion du territoire ukrainien. C'est lui qui a commencé cette guerre dénuée de sens, et c'est le Kremlin qui peut y mettre un terme à n'importe quel moment en retirant ses forces de ce territoire, un territoire qui, et c'est reconnu par la communauté internationale, appartient à l'Ukraine. La Fédération de Russie méprise les principes de la charte de l'ONU. Nous le voyons pleinement en Ukraine, mais nous le voyons également dans d'autres régions du monde où il y a des efforts pervers qui visent à porter préjudice à la démocratie et à alimenter la violence et le chaos. Monsieur le Président, le fait que Israël a le droit d'exister ne fait pas l'objet de débat. L'Islande a condamné dans les termes les plus fermes l'attentat horrible contre Israël le 7 octobre. Nous appelons de nos vœux la libération inconditionnelle et immédiate des otages. Mais aucun pays n'est au-dessus de la loi. Et le droit à l'autodétermination du peuple palestinien ne fait également pas l'objet de débat. Dans le cadre de ce conflit, le monde a assisté à l'interruption de l'acheminement de l'aide humanitaire, le manque d'accès à l'eau
à l'électricité à gaz. C'est inacceptable. Selon certains rapports, des infrastructures civiles, des hôpitaux ont été utilisés à des fins telles que ces infrastructures ne pourraient plus bénéficier de la protection au titre du droit international humanitaire. C'est également inacceptable. Par ailleurs, nous avons assisté à un bilan humain inacceptable. Des enfants, des travailleurs humanitaires, des travailleurs sanitaires, des journalistes, des membres du personnel de l'ONU ont perdu la vie. Les journalistes se voient privés de l'accès à une zone de guerre. Ils sont réduits au silence. L'Islande condamne toutes les violations du droit international, y compris le droit international humanitaire. En vertu du droit international, les États ont des droits, mais également des obligations. Et les deux sont sacrés. Une fois encore, nous exhortons les parties à se mettre d'accord sur un cessez-le-feu immédiat. Il faut s'abstenir de toute action qui pourrait aboutir à une escalade. Nous avons besoin d'un processus politique pour aboutir à la paix, à la suite de cessez-le-feu. Et nous avons besoin de la solution à deux États qui vivent côte à côte dans la paix et la sécurité. Comme confirmé par la Cour internationale de justice, Israël doit immédiatement cesser toutes les activités de colonisation. Cette présence illégale doit cesser. Notre pire crainte, celle d'une escalade, s'est déjà concrétisée et nous avons assisté aux journées les plus sanglantes au Liban depuis des années. Et pourtant, nous devons encore nous préparer pour une détérioration de la situation. Le conflit pourrait devenir encore plus hors de contrôle. Les parties ont été alertées quant au coût d'une telle escalade. Cela doit cesser, et ce, dans l'intérêt de l'humanité. Monsieur le Président, dans 10 jours, l'Assemblée générale se réunira pour élire 18 nouveaux membres au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour la période 2025-2027. L'Islande s'est portée candidat dans le cadre de ces élections. Nous espérons servir au sein de cet organe important pour une deuxième fois. Nous avons soumis notre candidature car nous sommes convaincus que le respect des droits humains, l'état de droit, la justice, l'équité constituent des principes élémentaires pour une société prospère. Monsieur le Président, dans son allocution d'ouverture devant cette Assemblée mardi dernier, le secrétaire général a indiqué que cette semaine, moins de 10% de tous les orateurs allaient être des oratrices. Selon nous, je suis une femme parmi 19 femmes seulement à s'exprimer depuis ce pupitre lors de la session d'ouverture. Je pensais que le monde avait fait plus de progrès, mais bien entendu, je fais partie des chanceuses. Monsieur le Président, je peine à comprendre qu'encore aujourd'hui, à travers le monde, à une époque éclairée, je peine à comprendre qu'il existe encore des sociétés où les filles et les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école. Je peine à comprendre qu'il existe dans ce monde une société où les filles n'ont pas le droit de rire en public, où les femmes n'ont pas le droit de participer à des discussions hors de chez elles. Une petite fille, une fille adolescente en Afghanistan qui chante en public court le risque d'être arrêtée, d'être humiliée, d'être ostracisée, d'être battue, voire pire. Monsieur le Président, comment avons-nous pu en arriver là? Voilà pourquoi l'Islande soutient l'action régionale annoncée cette semaine ici à New York pour que les talibans rendent compte de leur grave violation de la Convention sur l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes. Monsieur le Président, ceux dont l'orientation sexuelle diffère de la norme souffrent également. Fort heureusement, il y a eu une tendance vers la décriminalisation des relations consensuelles entre personnes de même sexe, mais nous assistons également à la promulgation de lois qui visent à imposer des sanctions criminelles, ce qui va à l'encontre des normes universelles agréées par tous les États. Je ne comprends pas pourquoi les personnes ne devraient pas avoir le droit d'aimer et d'être aimées telles qu'elles sont. La liberté individuelle, le bonheur ne devrait pas être une source de préoccupation pour les hommes et femmes politiques et les gouvernements. Ils ont d'autres problèmes à régler. Et je suis fier de vous dire que si nous sommes élus au Conseil des droits de l'homme, nous allons ajouter les droits des personnes LGBTI+, parmi la liste de nos priorités lors de notre mandat.
Monsieur le Président, nous soulignons l'importance de l'action climatique contre le changement climatique. Nous avons besoin d'atténuation et d'adaptation. Le changement climatique n'est pas une menace distante, c'est une réalité qui a d'ores et déjà un impact sur la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes. Le changement climatique menace la santé des océans et l'Islande en dépend beaucoup. Nous avons besoin d'un océan sain et d'une planète saine. C'est essentiel pour la prospérité économique et le bien-être. J'ai participé à de nombreuses réunions cette semaine, notamment la réunion plénière de haut niveau sur la montée des eaux, lors de laquelle nous avons dit clairement que l'environnement océanique était en train d'être déstabilisé. C'est un autre défi que nous devons relever, et ce n'est possible que grâce à une atténuation du changement climatique. C'est ainsi que nous pourrons limiter l'impact de l'élévation du niveau de la mer. Il faut relever ce défi, il faut également respecter les règles et les réglementations sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord en ce qui concerne les comportements en mer. C'est essentiel pour un pays tel que l'Islande, car nous dépendons fortement de l'océan qui nous entoure. Les Nations Unies ont beaucoup travaillé dans ce domaine, notamment avec la Convention sur le droit de la mer. C'est un accord particulièrement important pour une nation maritime comme la nôtre, et pour les autres également. Voilà pourquoi nous sommes gravement préoccupés que le droit de la mer soit remis en cause et même sapé, notamment en mer de Chine méridionale. Nous exhortons tous les États à honorer leurs engagements et à agir conformément au droit de la mer. Monsieur le Président, nous devons travailler ensemble pour bâtir un monde plus stable, plus prospère, et l'Islande souhaite contribuer au développement durable. Nous avons récemment adopté une politique pour la coopération internationale pour le développement. Cette politique a pour objectif d'éradiquer la pauvreté, de faire respecter les droits humains et d'améliorer la qualité de vie. Nous prévoyons d'augmenter de façon significative l'aide publique au développement. Sur la base de notre expérience, nous allons continuer à mettre l'accent sur l'égalité homme-femme, l'autonomisation des femmes, la santé et les droits sexuels et reproductifs, l'éradication de la violence de genre. Nous allons également redoubler d'efforts pour renforcer les droits civils et améliorer la protection sociale et juridique pour les personnes LGBTQI+. Il nous incombe de soutenir le travail vital mené à bien par les Nations Unies et par d'autres partenaires pour améliorer la situation humanitaire qui est aujourd'hui dans un piètre état. Il y a un nombre sans précédent de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Il y a de plus en plus d'instabilité. Cette instabilité fait fi des frontières. Monsieur le Président, nous nous réunissons à une époque où le système multilatéral est mis à rude épreuve, plus que jamais auparavant depuis la création des Nations Unies. Dans le même temps, il est de plus en plus clair que sans multilatéralisme, sans coopération internationale, sans respect du droit international, l'escalade des crises et des conflits va se poursuivre. L'adoption du pacte de l'avenir va dans le bon sens. Cette adoption montre que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons travailler pour un monde meilleur. C'est la reconnaissance du fait que nous avons besoin de nouveaux outils à cette ère caractérisée par les changements. C'est à nous de prendre la décision. Soit nous pouvons assumer la responsabilité de préserver les fondements du multilatéralisme, la charte de l'ONU, le droit international, ou bien nous pouvons céder à un monde où règne la loi du plus fort, ce qui ne nous mènerait qu'à la catastrophe. Le choix est donc clair. Nous devons travailler ensemble. Nous devons protéger et promouvoir les principes et les valeurs qui sous-tendent la vision des fondateurs des Nations Unies, les principes et les valeurs sur lesquels cette grande organisation a été construite. Nous devons veiller à ce que le système de l'ONU, y compris le Conseil de sécurité, s'adapte à l'ère qui est la nôtre et se réforme pour s'adapter à la réalité qui change. Pour prendre cette mesure, nous aurons besoin de courage et de forte volonté politique. Monsieur le Président, en fin de compte, nous devons reconnaître le fait que plus que jamais le monde a besoin des Nations Unies. Et nous ne pouvons pas laisser cette organisation devenir la pire version d'elle-même. Le système multilatéral mérite d'être défendu avec un esprit de créativité. Nous devons être mus par l'espoir et par une détermination
sans faille, la même détermination, le même espoir qui ont guidé les fondateurs de cette organisation qui lui ont donné vie il y a quelques 8 décennies de cela. Je vous remercie. Je remercie la ministre des Affaires étrangères de l'Islande. Je donne maintenant la parole à son Excellence